Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission. Voilà, on est samedi soir. L'OGC Nice a gagné le foot une nouvelle fois, quatrième victoire consécutive. Voilà, on commence à s'habituer, hein, vraiment, ça revient tranquillement à hauteur de l'Olympique de Marseille. Une nouvelle victoire, 3 buts à 1 à Geoffroy Guichard. Beaucoup de choses à dire sur cette rencontre. On est heureux, forcément, lorsque l'OGC Nice gagne. Voilà, c'est le sérum bonheur, le sérum épanouissement que nous procure en fait ce club. Pour m'accompagner, pour revenir sur cette rencontre et débattre de cette rencontre, mais également un sujet d'actualité qu'on évoquera en introduction. J'ai le plaisir déjà d'accueillir Pierrick, le viking de l'émission, le Ragnar Losbrock. Comment tu vas, Pierrick? Et bonjour à tous, merci pour cette nouvelle invitation. Ça va très bien, malgré une journée de travail, quand ça se conclut par une victoire de notre club, ça ne peut qu'aller. Le Grégoire Margoton, il est de retour. Il a récupéré de cette semaine périlleuse. Il a retrouvé ses yeux clairs. C'est Matt. Salut Matt, comment tu vas? Salut Pancho, ça va très bien. Très content de faire cette petite émission, voilà, de débriefer, une série de victoires, peut-être pas historiques, on va se calmer, mais c'est pour l'instant, c'est la meilleure série de victoires en cours de la saison, donc on va dire le bon passage en forme de l'OGC Nice. Ouais, l'OGC Nice était bloqué, on va dire, à une série de 2 victoires consécutives. Et là, voilà, on en est à 4. Et on talonne l'Olympique de Marseille, même nombre de points à l'heure actuelle, 46 si je ne dis pas de bêtises. Même Voilà, dans l'average 21 voilà, ça se joue vraiment au nombre de buts marqués, inscrits. inscrits. Mm. Voilà, donc bon. Avant de revenir sur le match et sur cette victoire à Saint-Etienne, parlons un peu euh, du club et de l'actualité, des nouvelles qui sont sorties cette semaine avec le partenariat historique avec le club du Cavigal de la banlieue niçoise, qui a notamment formé Alexis Bozetti, pour ne citer que lui, qui est consécutif aussi à une dynamique, on va dire, de formation et de partenariat qui a commencé avec le FC Fleury il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Burel, eh bien, un très très bon club formateur dans la région des Bouches-du-Rhône, hein, qu'on apprécie. Et là, depuis cette semaine, avec le Cavigal. Alors, malgré le fait qu'il y avait une connexion forcément territoriale, il n'y avait jamais eu de partenariat entre ces deux clubs. Là, c'est résolu finalement. Pierrick, il y a ce partenariat et donc cet, on va dire, échange de bons procédés et ce lien, on va dire, avec les deux clubs facilité en fait par ce contrat qui s'étend sans doute sur plusieurs années. Ça ne peut qu'être qu'une bonne chose de toute façon. Je pense que en fait, j'ai aimé les propos de nos dirigeants qui se sont dit c'est une erreur qui est enfin corrigée, ça aurait dû être fait depuis longtemps. On a C'est un club emblématique de Nice, et ce n'est que justice de pouvoir, avec cet accord, espérer attirer des jeunes prometteurs. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont bien résumé en disant que ça n'enlèvera pas la rivalité du niveau amateur qui persistera entre les deux clubs. Matt, déjà quel est ton ressenti par rapport à ce deal en fait avec ces deux clubs? Voilà, on a l'impression que ça a été résolu, un problème historique depuis plusieurs années, plusieurs décennies même, et ça rentre dans une stratégie de formation beaucoup plus ample, beaucoup plus importante, où quelque part Nice, au travers de ses dirigeants, hein, Fabrice Boquet, Florian Maurice, Jean-Pierre River, naturellement, essaye de peut-être de rattraper, combler le retard pris sur les dernières années en restructurant une cellule importante qu'est la formation à l'OGC Nice. Ouais, moi je vois ça forcément d'un bon œil, hein, on a l'impression que du coup le club va dans le bon sens. Travailler sur la formation, on est obligé, je pense, vis-à-vis du statut du club, ouais, du dimensionnement tout simplement, hein, de ce qu'est l'OGC Nice et de son potentiel. On devra passer par la formation et on sait que le bassin niçois n'est pas le plus fourni, donc il était, inconcevable de se priver des jeunes qui passent par le Cavigal.
plus qu'une absence de partenariat, il y avait même une vraie défiance du Cavigal et de l'OGC Nice. Ça a l'air d'être réparé. Donc, on va pouvoir aller de l'avant et je tire mon chapeau à Fabrice Bocquet. Je ne sais pas si c'est uniquement de son fait, mais c'est quelque chose qui mettait beaucoup en avant, ancrage territorial, formation, et cetera. Donc on a l'impression de voir peut-être les premiers, fruits de sa politique, de gestion du club. Donc c'est bien. L'OGC Nice, était dans une passe difficile et voilà, quelques bons résultats, des bons moves en coulisses. On ressort un peu la tête de l'eau, avec les bonnes nouvelles qui s'enchaînent. Et Et c'est d'autant mieux, est-ce que je me permets, c'est d'autant mieux parce que ça fait suite à d'autres partenariats qui ont été faits et ça permet d'occuper, plusieurs points géographiques, dans des bassins différents. Donc, Burel, dans la zone, de Marseille, le Cavigal par chez nous, le troisième partenariat, j'ai oublié, mais il est FC dans la région Fleury, parisienne. ouais, région parisienne. C'est ça, région parisienne. Donc c'est forcément des zones, où tu as de fortes probabilités d'avoir des bons jeunes. Donc, c'est un complément, c'est une ligne en plus dans ces belles actions. Effectivement. Alors les bonnes nouvelles, il y en a eu d'autres hein, cette semaine et on va bien sûr parler de ce match qui a eu lieu cet après-midi entre l'AS Saint-Etienne et l'OGC Nice. Alors avant de parler chronologiquement un peu de cette rencontre parce que bon clairement hein, vous avez vu le match hein, si vous êtes là, on a vu un Nice à deux visages, hein. Le visage de la première mi-temps qui était bon, assez catastrophique, hein. Ça faisait un bon moment qu'on n'avait pas vu un gym qui se faisait autant bouger sur 45 minutes, et une deuxième mi-temps, on va dire, beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus contrôlée, où Nice a joué à son rythme et a contrôlé le match. Voilà, fin d'émission, messieurs, merci. Non, non, mais pour commencer, les gars, bon, le 3-4-3, une défense reconduite, on était sensiblement sur le même 11 et le même dispositif que la semaine dernière contre Montpellier. Le seul changement, c'est la titularisation de Pablo Rosario à la faveur d'un Hichem Boudaoui qui était malade cette semaine. Il est rentré en cours de match pour faire souffler Rosario qui lui ne semblait pas être à 100% sur ce match-là. Euh, Bard aussi, Bard à la passation. place de Abdi, effectivement, qui était revenu dans le couloir gauche. Messieurs, ce système on va dire, est de retour définitivement. Moi, j'aimerais quand même qu'on s'attarde un peu sur la défense. Ça fait 2 matchs consécutifs, je crois qu'on est sur les mêmes joueurs derrière, avec ce Youssouf dans l'axe, Bombito axe droit et Dante axe gauche. Et je me faisais un peu la réflexion en préparant l'émission. Est-ce que finalement, on n'est pas sur la meilleure formule, quelque part, lorsque l'OGC Nice joue à 3 derrière? Qu'est-ce que vous en pensez au regard de tous les matchs qui ont eu lieu depuis le début de saison? Est-ce que finalement, lorsque toute l'équipe est à 100%, on n'a pas la meilleure association possible entre ces trois joueurs? Pierrick. Je pense que oui. Je pense que oui et je pense que justement la série en cours est là pour le démontrer. Bien sûr, le moral, joue une grosse part là-dedans, mais je pense, effectivement que j'avais tendance à dire que ce serait bien que Dante soit au milieu, mais non, finalement, l'axe gauche lui va mieux. Youssouf, il faut qu'il soit concentré sur ses matchs parce que comme il n'est pas super rapide, il a une grosse présence physique, mais il faut qu'il soit dedans. Aujourd'hui, je l'ai trouvé, dépassé, et un peu lent à quelques moments. Mais oui, je pense que clairement, on est sur le meilleure disposition possible. Ce serait bien que Abdelmonem fasse quelques rentrées parce que quand il va falloir jouer, le garçon, il va pas avoir ses repères. Mais sinon, oui, je te suis d'accord avec toi. Matt. On a joué des unijambistes, hein, pour reprendre un terme, qui était à la mode, cet après-midi sur Twitter. Donc j'en sais rien, franchement, on verra quand on prendra des Lacazette et des mecs qui nous mettent un peu plus le feu parce que, on vient quand même de jouer les 3 pires équipes du championnat. Donc j'ai du mal à me prononcer sur cette association à 3 derrière. Après, est-ce que je mettrais quelqu'un du banc à la place d'un des 3 qui sont alignés? Je pense pas. Plus dans la disposition Heu finalement. et non, mais enfin même, tu vois, Bombito qui a eu un passage à vide, je trouve qu'il revient bien. On pourra reparler de son match plus tard. Youssouf qui, prend une certaine dimension cette saison, qui lève, des doutes qu'on pouvait avoir sur lui. Dante qui fait encore, bien le job, ça fonctionne bien. Je pense que ça dépend aussi de qui tu affrontes.
et de qui tu alignes sur les ailes. Je suis beaucoup plus rassuré, quand on a un Melvin Barr, du côté de Dante pour un peu compenser, voilà les montées, hein, les petits coups de folie du brésilien. Mais j'ai du mal à poser un constat définitif sur cette arrière-garde tant qu'on n'aura pas affronté des attaques un peu plus inquiétantes. Effectivement, et puis on avait vu lors de gros matchs que, j'ai le souvenir d'un Nice Paris Saint-Germain où Bombito faisait un marquage, serré sur Bradley Barcola et c'était, adapté en jouant dans sa zone-là. Donc il y aura effectivement l'adversité qui adaptera sans doute l'association des trois, ou du moins le positionnement dans la charnière à trois. Euh, Titularisation de Pablo Rosario, ça doit faire un moment qu'il avait pas été titulaire. Il avait fait quand même une bonne rentrée contre Montpellier de mémoire, même si là aussi on était sur une adversité assez faible. Et alors, bon, j'avais l'impression qu'il était plus à l'aise avec sa tête, hein, on atteste ce but, hein, qu'avec ses pieds sur la première mi-temps. Bon, on va pas parler de la prestation individuelle de Rosario, mais en tout cas, là, les doutes sont permis sur sa condition physique. Est-ce qu'il était à 100%? En tout cas, la doublette Rosario-Santa Maria sur ce match-là n'a pas été extrêmement rassurante. Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé? On a vu un Rosario peut-être un peu plus haut, qui a remplacé un peu Hicham Boudaoui dans ce rôle-là et cette attribution des tâches, avec Santa Maria qui restait peut-être un peu plus dans ce rôle défensif. Auteur d'un but, faut pas lui enlever. Deuxième but de la saison en championnat, deuxième but contre l'AS Saint-Etienne. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de cette association au cours de cette première mi-temps où collectivement le gym a été en grande difficulté? Bah, c'est ça le truc, c'est que alors, Rosario, je l'ai trouvé presque, je dirais, j'exagère un tout petit peu, mais à contre-temps dans presque toute la mi-temps. Heureusement qu'il met son but, ça on peut pas lui enlever. Mais je l'ai trouvé vraiment en difficulté sur la grosse majorité de la mi-temps. Et du coup, c'est pour ça que c'est dur d'évaluer le duo, parce que lui, à mon avis, ayant failli dans sa mission, le duo ne pouvait pas en ressortir gagnant. Santa Maria, il a, à l'image de beaucoup de joueurs, en première mi-temps, a eu beaucoup d'approximations, de déchets. Mais donc c'est pour ça que c'est difficile de juger la première mi-temps, que ce soit individuellement de chacun ou le duo. Maintenant, je pense qu'en deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux. Bon, heureusement que Hicham est rentré après, mais en deuxième mi-temps, je trouve quand même même avant la rentrée, je trouve qu'ils allaient déjà mieux tous les deux. Ils arrivaient déjà plus à se répartir les tâches et à remonter le ballon et faire le bon lien entre la défense et la. Matt, on a vu un OGC Nice collectivement, on va pas s'attarder dès maintenant sur les prestations individuelles, mais qui était quand même en grande difficulté. Et c'est assez paradoxal parce que le début de match est plutôt bon. Tu as cette grosse double, triple occasion sur ce coup de pied arrêté avec au moins deux sauvetages de mémoire de l'Arseneur. Tu as ce but ensuite eh bien de Pablo Rosario de la tête. Et puis après, rideau. On a vu un OGC Nice absent, bas, déstructuré. Laborde qui faisait le pressing n'était pas tout le temps accompagné. Énormément de déchets techniques. On n'arrivait pas à ressortir la balle. Euh, C'était quand même assez inquiétant. Comment est-ce que tu expliques le fait que le gym ait été bougé autant? On a l'impression en fait que il y avait ouais, une sorte de suffisance. Comment est-ce que tu l'expliquerais toi en ayant regardé le match? Honnêtement, je vais me fier aussi à ce qui a été dit par les joueurs. Ils se sont peut-être un peu trompés, dans l'exécution tactique. Hez nous a dit qu'avec son 3-4-3, il n'était pas obligé de contrôler le ballon pour contrôler le match et je pense que cette tactique montre ses limites quand après avoir ouvert le score, tu essayes de jouer un espèce de bloc médian qui laisse énormément de marge à une équipe de Saint-Étienne qui a été vaillante et où on les a laissés pénétrer dans les lignes, on les a laissés s'exprimer. Hem, on s'est fait punir sur des approximations individuelles, cumulées et généralisées d'un peu tout le monde, hein, sur l'action, que ce soit
les défenseurs centraux, les pistons, les milieux, tout le monde a failli sur le but qu'on prend. Et ouais, pour moi, c'est la limite de ce 3-4-3 où tu décides de ne pas avoir le ballon, d'être un peu en réaction. Et ben, ça pousse à la passivité, ça pousse à être spectateur de son match et ça pousse à se mettre en danger comme ça. Donc j'ai vraiment passé une sale première mi-temps. J'avais le point extrêmement serré parce que mais je l'ai vu arriver en fait. Ouverture du score à la 10e minute, tu laisses le ballon à Saint-Étienne. Et après la mi-temps, au-delà du au-delà du changement de mentalité, il y a aussi le changement des hommes. On a ramené un petit peu plus de certitude, technique, notamment en sortant, Rosario pour Boudaoui et en sortant, il me semble Laborde pour Diop. On a eu beaucoup plus la capacité de s'exprimer dans le jeu, de trouver des lignes de passe et mine de rien, Saint-Étienne a beaucoup donné sur la première temps. Je pense qu'ils ont vraiment produit leur effort et c'est là qu'on a pu faire parler la profondeur de l'effectif. Mais après honnêtement, cette première temps, moi tactiquement, elle me rassure pas du tout. Parce heureusement que c'est une équipe faible comme Saint-Étienne, sinon je pense que le match ne tourne pas du tout de la même manière, ce week-end. Alors Pierrick, est-ce que, en suivant un peu ce que nous dit Matt, est-ce que finalement S s'est trompé tactiquement ou est-ce que finalement, lorsque tu regardes le rendu de cette première mi-temps, il n'y a pas une limite sur le côté, on va dire, absorber l'adversaire pour ensuite jaillir en transition? Parce que sur le premier acte, je crois que Saint-Etienne a 68%, a une possession de 68%, il y a une maîtrise. Il n'y a pas d'occasion, on va dire, véritablement franche, hormis naturellement le but égalisateur. Euh, comment est-ce que tu vois ça? Est-ce que si je peux donner mon avis, et parce que on en reparlera peut-être un peu plus tard avec vous, les gars. Effectivement, Aise, il y a un style qui peut se matérialiser différemment suivant le dispositif. On va dire que lorsque tu rajoutes un Diop en numéro 10 dans un 4-2-3-1, tu as un peu plus de maîtrise. Mais dès lors que tu fais pas les efforts collectifs, dès lors que tu ne presses pas, dès lors que tu ne défends pas en avançant, dès lors que tu attends bloc bas, que tu subis et que tu es à contre-temps, que tu joues en 3-4-3, que tu joues la transition, que tu joues la possession, en fait, moi j'ai l'impression que le problème était beaucoup plus global, plus que la tactique, l'approche du coach. Pierrick, qu'est-ce que t'en penses toi? Je te rejoins complètement. Pour moi, c'est pas du tout une question de formation, de stratégie ou quoi que ce soit. C'est clairement une question de mental et d'être prêt. Alors, toi, comme tu l'as dit, parce que dans leur tête, ils se voyaient déjà match en poche et que donc un petit peu de suffisance, soit parce que ils ont mis trop de temps à rentrer dans le match et il y aura peut-être d'autres raisons que je ne vois pas, mais pour moi, c'est clairement, c'est un problème mental et ils sont restés au vestiaire au début du match, quoi. Alors pas au début fatalement puisque les 8-10 premières minutes étaient pas mal du tout, mais après ils ont tous fermé les yeux et ils ont tous arrêté de jouer et la preuve que c'est vraiment un échec collectif puisque ils étaient tous en comme tu l'as dit, quand, Laborde pressait, il était seul, il était pas suivi. Quand il y en a un qui bougeait, en fait, ils étaient tous en décalage, ils étaient tous en contretemps et ça se serait produit dans n'importe quelle formation. Donc, pour moi, c'est pas du tout un problème de formation et en plus, tu parlais de la possession, sur la première mi-temps, mais, sur les stats, même en fin de match, la possession, Saint-Étienne à 62. Donc, même, en ayant fait une très bonne deuxième mi-temps, on n'a pas fait tout le jeu non plus, alors qu'on a quand même dominé la deuxième mi-temps. Matt, est-ce que dans ton analyse, quelque part, tu n'es pas frustré aussi peut-être de voir peut-être un gym un peu trop attentiste et un peu moins précurseur? Alors, au travers de la possession, même si la possession aujourd'hui dans le football en 2025, je pense, n'est pas autant un indicateur que ça a été le cas il y a 15 ans. T'aurais aimé peut-être un peu plus naturellement un peu plus de maîtrise. Est-ce que tu peux un peu plus développer par ce que tu nous disais? Est-ce que ça passe par un changement tactique ou pas?
Moi, je fais partie des convaincus qu'il nous manque quelqu'un au milieu du terrain. Quand, tu as 4 mecs, enfin 5 mecs, si tu comptes tes 3 de devant et tes 2-6 pour en presser 6, je sais faire des maths, hein, 7 si tu comptes le gardien. Même si les mecs, c'est des unijambistes, ils trouvent toujours des failles, ils trouvent toujours des espaces et à l'arrière, tu as 2 mecs qui servent à rien parce que en gros, tu as tes pistons qui prennent les ailiers adverses, un de tes centrales qui se la joue stopper et qui prend au marquage individuel l'attaquant de pointe et du coup, tu as 2 mecs qui regardent. Et, et ils ont bien compris ça, hein, les équipes, ils arrêtent de construire proches de Dante, tout ça, c'est des zones qui commencent à fuir. Ils commencent leur construction de plus loin, ils trouvent les espaces. Et dès qu'ils ont créé le décalage et que du coup les pistons doivent monter au pressing, pendant le temps de la course, ils ont largement le temps d'anticiper, de briser le pressing par un relais au milieu, parce qu'en fait les mecs ils sont en surnombre. Pour moi, ça passera par un changement tactique. En tout cas, je pense que ça peut aider parce qu'on a des mecs qui sont capables de venir apporter du renfort au milieu de terrain, que ce soit dans un milieu avec une pointe basse, avec une pointe haute. Mais je pense qu'on a besoin, tu vois, d'avoir quelqu'un qui vient apporter le danger plus haut. En deuxième mi-temps, ça s'est résolu parce que Bombito est allé chercher les adversaires très très haut au pressing. On l'a vu récupérer des ballons devant Klose, parfois même devant Guessant. Donc ça aide aussi. Et, et oui, honnêtement, je suis pas ravi de ce qui s'est passé. C'est bien, on fait notre meilleure série de victoires, mais peut-être en pratiquant le moins beau football de la saison. Donc moi, ça m'embête. Je trouvais que la saison de S jusque-là était, malgré des résultats parfois mauvais, parfois passables, notamment, je fais référence notamment à la Coupe d'Europe. On avait vu des joueurs progresser, on avait vu un bon fond de jeu, on avait vu des mecs qui se mettaient en valeur. Je retrouve un peu moins ça. Là, et ça a été très bien dit par les commentateurs, on a dominé parce qu'on avait des mecs individuellement meilleurs sur le terrain. Alors c'est bien, on arrive à gagner contre des petits grâce à ça. Et on met Maintenant, fin il reste à une forme de malédiction aussi, hein, parce que mine de rien, être au rendez-vous contre les gros et perdre des matchs lamentables comme ça a été le cas il y a quelques années contre Clermont, Metz, Montpellier, les ou 0 même points contre Dijon, ouais, les 0 points ouais, contre voilà. Dijon, c'est Donc, encore donc en fait, enfin, lorsque tu mets en fait, tu prends un peu de hauteur par rapport à ta saison, bah, des matchs références, tu vas pas en voir toutes les semaines. Donc, certes, mais sur les 3 prochains matchs, ils nous attendent, Lyon et Monaco. hmm. Monaco notamment, c'est une confrontation directe, hein. Les gars, ils sont avec Marseille, c'est vraiment nos adversaires au classement. Je pense que Lyon, bah, si on gagne le match, c'est plus nos adversaires au classement. Si on se fait reprendre par Lyon, ce sera nos adversaires au classement. Ils nous ont mis une fessée au match aller. C'est ce genre de match-là que j'attends. Alors, on a vu qu'on avait été capable contre, Marseille, mais je ne considère pas qu'on ait montré qu'on était prêt pour ce genre de rendez-vous avec Marseille. Sans que Marseille, on a gagné un derby, c'était très bien. Et comme j'ai dit, c'était la vérité d'un match. On verra si ça se reproduit, face à des adversaires comme Lyon et Monaco qui, notamment Monaco, a peut-être plus de certitude dans le jeu. En En plus, tout, ils viennent de gagner là 3-0. Donc ils étaient pas au bord de la crise, mais c'était pas dans leur meilleure forme. Là, ils se remettent bien, ils commencent à se préparer pour nous affronter. et puis ils ont la fâcheuse tendance à toujours très très bien terminer leur saison. Donc là, il reste 10 journées, il reste 30 points à prendre. Donc tout est possible. Donc mi-temps revenu à un partout. On reviendra peut-être un peu plus en détail sur les performances individuelles, sur le but encaissé par l'OGC Nice, hein, avec notamment cette erreur de placement de l'ami Jonathan Klaus. Et en deuxième Mais pas mi-temps, que. entre autres. Et en deuxième mi-temps, on a vu en OGC Nice finalement qui a joué à son niveau et qui a mis de l'intensité, de la présence dans les duels, qui a récupéré les ballons de plus en plus haut et qui a asphyxié un adversaire qui était bah, forcément en grande difficulté. Il y a eu cette réaction-là, il n'y a pas eu de panique. Barre à la mi-temps qui dit que tout le monde dort, voilà. Donc Déjà bien de le reconnaître. ils ont vu le même match que nous, donc Mm. c'est quand même rassurant. Est-ce que je suis un peu dans la surinterprétation et sûrement un peu trop optimiste et positif en disant que cette équipe, elle a une forme de sérénité. Alors certes, on voit pas tout le temps beaucoup
on va dire du football léché, etc., des magnifiques mouvements tout le temps. Là, c'était pas un grand match de football. L'OGC Nice a gagné 3-1 quand même. Mais cette équipe, quand même, elle paraît forte. Lorsqu'elle est justement comme ça en deuxième mi-temps, tout est à relativiser lorsqu'on prend l'adversaire. Mais quelque part, lorsqu'on met aussi la profondeur d'effectif, le fait que t'aies un Evan Guessant qui soit encore buteur cet après-midi, que t'aies vraiment des individualités, comme tu l'as dit, Matt, qui peuvent te sortir de matchs un peu compliqués. Finalement, Pierrick, cette équipe, elle montre semaine après semaine qu'il va falloir compter sur elle et possiblement dans ce top 4 d'accession à la LDC. Oui, clairement. De toute façon, moi, je le répète, régulièrement, notre plus gros adversaire, c'est nous-mêmes. Parce que quand on joue à notre niveau, avec l'engagement, l'implication et la concentration et certainement, le respect des consignes, je suis convaincu qu'on peut battre tout le monde. En championnat, je parle. Et les quand on fait des mauvais matchs, c'est quand on n'est pas dedans, quand on a joué qu'une mi-temps, quand on a joué que 30 minutes ou qu'1 heure et c'est bien souvent, pas systématiquement, mais bien souvent dans ces moments-là où on n'y est pas. Alors, de l'autre côté, bah, dès qu'on est tous concentrés, qu'on tire tous dans le même sens et qu'on vient proposer des solutions, qu'on presse tous ensemble et tout ça et de suite on est une équipe irrésistible. Pas toujours avec du super football, mais en tout cas, qui réussit. Matt, tu vas imaginer une opposition entre le Nice 16-17 et le Nice 24-25. Euh, je te demande pas quel est ton Nice préféré, parce que je pense qu'on aura sans doute tous la même réponse. Je te parle, je te questionne en termes de force finalement. Parce que on se souvient de cette saison 16-17 qui avait eu des blessures en cours de saison qui nous avaient mis mal, notamment celle de William Cyprien. Mmh. Euh, est-ce qu'on n'a Dallas pas, Montpellier. notamment, est-ce qu'on n'a pas là une équipe, alors je sais pas si on peut dire que c'est la plus forte, mais en tout cas une version de l'OGC Nice qui, en termes de profondeur, en termes et de sérénité, honnêtement, cette saison, ça m'étonne, mais en bon, qu'est-ce que t'en penses? Dans une confrontation directe, je sais pas à qui je donne l'avantage parce que je trouve que l'équipe de Aise a un style bien adapté, pour affronter l'équipe de Mister, Favre. En termes de sérénité, je vois ce que tu veux dire. Je pense que ça vient du coach et je sais pas si je parlerai de sérénité à l'époque, Favre. À l'époque Favre, on avait une forme de virtuosité. On savait inventer quelque chose, on avait une forme de libération, OK. de naturel dans le jeu, chose que je retrouve pas forcément. Je te l'ai notamment dit dans le match, mais ça, c'est un truc qui m'hallucine avec cette équipe. J'ai l'impression que si on joue naturel et instinctif, les joueurs, ils explosent, tu sais, sur le terrain, tu sais, il y a une combustion spontanée, ils vont se répandre en morceaux. Plus sérieusement, il y a des fois, il y a des lignes de passe, tu te dis: «Ouais, bah, il y a qu'à la lui mettre». Non, on va chercher un truc compliqué, un crochet, un truc. Donc bon, ça donne peut-être quelques indications sur laquelle des 2 équipes je préfère voir jouer. Mais je pense surtout ce qu'on doit mettre en avant dans cet effectif pour sa sérénité, c'est les joueurs qui la composent. On a des mecs qui sont des gars confirmés, qui ont l'expérience. C'est fini, l'OGC Nice qui aligne une équipe qui a 23 ans de moyenne d'âge. Et en fait, on a perdu l'habitude d'avoir une équipe de mecs expérimentés sur le terrain parce qu'on a aligné des équipes, Alan Saint-Maximin, Attal, Myziane Maolida. Ils savent jouer au foot, hein, ils ont des pieds. Encore que pour l'un d'entre eux, la question, se pose encore. Mais on a surtout des mecs maintenant qui ont la tête sur les épaules, qui sont sûrs de leur football et qui paniquent pas. Ils en ont fait des matchs de foot, c'est des gars qui sont capés, qui ont de l'expérience. Donc je pense que ça nous aide notamment face à des équipes comme Saint-Étienne. Donc Et quand ils jouent à leur poste et qu'on a des spécialistes au poste, parce que pendant combien d'années on n'a pas eu d'arrière gauche aussi? ouais, oui, bah, Racine Colli était un arrière gauche. Après, est-ce qu'on voulait Ouais, faire jouer Racine OK. Colli? C'est une Excuse-moi, ça m'a question, hein. échappé. Mais donc ouais, pour revenir sur l'opposition de style, je pense que ce serait un match, très disputé. Hem, je sais pas si le Balotelli de
de 2017 mettrait pas quand même une tempête à notre défense. Je sais pas si on se ferait pas un peu manger dans les espaces par certains anciens joueurs. Après, je sais pas si sur les transitions, l'équipe actuelle fracasserait pas l'équipe de l'époque. Honnêtement, on avait quand même des sacrés pistons pour s'opposer à ceux qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que la bataille des ailes serait très intéressante. Mais ouais, je pense que l'équipe d'aujourd'hui, elle a pas grand-chose de rivaliser en tout cas. Peut-être un peu de libération, un peu de naturel dans le jeu. On en a vu, je trouve, un moment du naturel, c'est sur le troisième but. Et j'ai hurlé. J'ai hurlé. Enfin, juste Je- avant, je crois qu'il y a une frappe de Baptiste Santamaria qui m'a fait hurler aussi. Parce que si elle fait et qu'elle rentrante, en fait, c'est pareil. Santa Maria, ça fait plusieurs. À chaque match, il en a une. Et quand ça va rentrer, ça va faire mal parce qu'il n'est pas loin. Et le beau, il se rapproche. Il Hein. mérite un petit, Il a une belle frappe, hein. un petit top aussi parce que c'est un des rares qui tente sa chance de loin régulièrement. Pendant des années et des années, je me disais putain, mais nos joueurs, ils ont des consignes pour pas frapper, c'est pas possible. Bah oui. Et Farioli, ils avaient des il consignes. ose et ça fait plaisir. Pierrick, sous Farioli, il y avait la consigne de pas tirer de loin. Hein. Ah bon? Bah, tu te rappelles pas le drama avec Youssouf Youssouf contre qui Ah marque Montpellier en Coupe de oui! France. donc il y a vraiment eu des consignes pour pas tirer de loin. Mais Ouais, oui, bon, ouais, mais là, on Santamaria, marche c'est sur la ça, il tête est là, quand dangereux. même. Bon, moi, j'ai Non, vu mais Farioli quand même cet après-midi. Hein. on en reparlera justement, mais l'essentiel étant par rapport à ma question, Matt, que l'OGC Nice soit l'équipe gagnante à la fin finalement. Hein. Tu prends le 16-17, tu prends le 24-25, le gym gagne à la fin. Le reste, on s'en fout. Mais ce Euh, qui est Ouais, sûr, c'est c'est une que bonne tu as raison, comparaison. on est une équipe qui est compétitive, ça, c'est certain. mais moi, j'ai une question à vous poser. J'ai quand même vu en cette première mi-temps, ça a été dit à un moment par les commentateurs de beIN, on était peut-être un peu trop dans le contrôle. Ça rejoint un peu ce que tu disais, peut-être un peu Matt, c'est-à-dire que on était peut-être moins spontané, plus calculateur, donc moins à l'aise. Par contre, lorsqu'il a fallu, eh bien, entre guillemets, lâcher les chevaux, c'est-à-dire bah, courir, faire les efforts ensemble et ne plus calculer, c'est un peu la lecture que j'en ai eue, ben, on a été plus fort parce que c'est une recette qui fonctionne. Euh, et lorsqu'elle est appliquée à la lettre, comme ça a été le cas en deuxième mi-temps, conjugué au fait que Saint-Etienne ait perdu un peu de jus avec les efforts consentis. Je sais pas ce que t'en penses, Pierrick. Est-ce que finalement, il y a pas où tu parlais de l'aspect mental, c'est sans doute lié, mais est-ce que Nice n'était peut-être pas trop dans le contrôle un peu à mi-temps, et chose qui n'est pas forcément naturelle quand on connaît le style Aise. Voilà, c'est ça où je voulais en venir. Moi, je pense pas. Je pense qu'on était, on était dépassés. Je pense que on n'arrivait pas à se mettre à leur hauteur et à appliquer le jeu qu'on voulait parce que bah, on n'arrivait pas à récupérer le ballon, on n'arrivait pas à faire ce qu'on voulait, on n'arrivait pas à presser correctement. Je pense juste qu'on n'y était pas, tout simplement. Et la mi-temps est arrivée à point nommé parce que je suis convaincu que. Alors, je ne sais pas si Eze a passé une soufflante, mais en tout cas, il a recadré les choses, il a pointé du doigt ce qui n'allait pas, il les a motivés. Je pense que les joueurs se sont aussi un peu regardés dans le blanc des yeux et dit les choses bien en face. Et, et, je- et après, cet aspect échec mental n'était plus là, et c'est pour ça qu'après, on a réussi à dérouler. Pour moi, c'est clairement, c'est juste qu'on n'y était pas. Moi, je rejoins Pierrick sur l'analyse. Je pense qu'on s'est fait défoncer en première mi-temps. Honnêtement, on n'a pas, je pense pas que les gars se disaient que la situation était maîtrisée parce qu'après l'ouverture du score stéphanoise, on a continué de prendre, enfin de l'égalisation stéphanoise, on a continué de prendre des vagues. Après, en termes d'explication, moi, je mettrais un gros bémol sur la capacité de cette équipe à construire depuis derrière. Parce que vraiment, je crois que chacun de nos buts part d'une situation où le bloc est déjà positionné très haut sur le terrain. Et en première mi-temps, quasi systématiquement, Saint-Etienne finissait ses actions. Que ce soit un tir, une sortie de balle, quelque chose, mais ils nous forçaient toujours à repartir de loin. On n'a jamais réussi à aller les chercher très haut, notamment parce qu'ils ont mis beaucoup de volume dans leur course pour pouvoir trouver la faille, etc. Hein. C'était pas gratuit pour eux, ça leur a coûté. Mais combien de départs depuis derrière, de mauvais choix de passe, de construction Je, pe- laborieuse, je, on a je- vu. je pense qu'on Vraiment. était, on était clairement attendu dans ce secteur de jeu-là. Le nombre de fois où, alors c'est surtout Dante de mémoire en première mi-temps qui essaie de toucher soit la board, soit chaud,
Et en fait, en première mi-temps, tu ne vois pas tes trois devant. Tu vois, on va dire, la maladresse un peu de la board qui a pas réussi un grand match avant sa sortie, mais ça peut arriver. Mais quelque part, le plan stéphanois a plutôt bien fonctionné parce que tu n'arrives pas à toucher les trois devant. Guessant, tu le vois pas du tout de la première mi-temps. Chaud, tu le vois peu aussi. C'est-à-dire que la connexion et le fait que tu sautes régulièrement ton milieu de terrain, chose qui peut fonctionner, qui te permet de grappiller du terrain rapidement, ne fonctionne pas. Parce qu'il y a eu du déchet technique, parce que les duels n'ont pas forcément été gagnés par tes joueurs devant. Donc oui, c'est une certaine limite, c'est-à-dire que euh, il y a quand même certains circuits de passe qui fonctionnent beaucoup à droite, où Klose justement trouve ce relais qui a fonctionné encore une fois, mais surtout en deuxième mi-temps. Il marche beaucoup moins à gauche d'ailleurs. Mais parce que on n'a pas un spécialiste du Au poste. bar, c'est chaud au bar, c'est compliqué quand même, hein, à la construction. C'est très compliqué. Et même Mais quand c'était Abdi, c'est compliqué le côté gauche. bah, on y reviendra peut-être un peu plus dans les performances individuelles, mais moi alors, non, je vais pas ouvrir un dossier parce que Anto va me fusiller sur la place publique, mais Le ouais, match de Shaw, c'est compliqué, hein. on Heureusement qu'il peut, fait une passe D. On peut le dire, oui, heureusement qu'il fait une passe D. Il fait un match dégueulasse, Shaw. mais au même titre que l'équipe, finalement, il est bien mieux en deuxième mi-temps, mais je trouve qu'il y a trois, quatre situations où il est vraiment tête sur le ballon, il lève pas la tête, il a qu'une seule intention, c'est de tirer. Et lorsqu'il est finalement à droite, parce que je crois que ça passe D, oui, pour Guessant, il vient de la droite, il est beaucoup plus à l'aise, ça a l'air beaucoup plus naturel, et il a tendance peut-être à lever un peu plus la tête. C'est-à-dire que les situations Oui, où il vient de la gauche et il tire, il y en a peut-être deux, trois où il tire croisé, on ne sait pas si c'est un tir ou si c'est un centre. Euh, je trouve que c'est pas très bien joué parce que forcément ça mène pas à un but, mais surtout il y avait mieux à faire. Notamment un centre au 6 mètres ou un centre au second. J'ai trouvé que des fois il était peut-être un peu trop perso. Je sais pas ce que vous en avez pensé. bah, je te dirais que, un peu comme ce que tu as dit, c'est que c'est difficile de le juger sur sa première mi-temps parce que tout le monde était en dedans. Et en deuxième, tu dis, le but Bah, vient d'à droite, juste oui. en deuxième aussi, hein, justement. Bah, pas tant que ça, parce qu'il a quand même, on a vu un tout autre show, c'est à chaud en deuxième mi-temps, hein, il a réussi à porter beaucoup plus de ballons, à apporter du danger. Il n'a pas été décisif, il a été par sa passe D, mais à part ça, il n'a pas fait énormément de choses, je suis d'accord. Jouer perso, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu, et si je reviens sur le but, sur le troisième but et sur sa passe D, pourquoi il arrive peut-être plus facilement à lever la tête et à trouver quelqu'un? Parce que comme on est dans une dynamique où l'équipe va beaucoup mieux, il y a forcément beaucoup plus de soutien et de solutions. Donc c'est plus facile de trouver quelqu'un, soit par le démarquage, soit parce que les autres ont tiré la défense. Alors qu'en première, ben, il n'y avait pas tous ces mouvements coordonnés, synchronisés, qui fait que c'était plus difficile de se trouver. Matt, Je suis pas totalement aligné avec ce que dit, Pierrick, parce que si tu prends l'exemple en deuxième mi-temps, d'un joueur créatif comme Sofiane Diop, il y a plein de fois, par la conduite de balle, par le dribble, il a réussi à trouver des poches d'espace et il avait personne personne, à servir et pourtant on a tous Ouais, c'est vu vrai. que Diop avait fait la différence et qu'il avait créé quelque chose. Et là où par contre je rejoins bien ce que dit Pancho au départ, c'est que, pour s'adapter au style de jeu de Guessant, on fait jouer un gaucher à gauche et peut-être que le fait de devoir se porter sur son pied fort le pousse à avoir peut-être un jeu un peu plus, solitaire où il va s'isoler et où il a moins cette capacité à rentrer dans le jeu et avoir un style peut-être plus créatif où il est tourné vers les autres. mm, Moi, c'est la lecture que j'en fais et je pense que c'est vraiment, lié à son pied gauche. On sait que les gauchers, le pied droit, il leur sert juste à rentrer dans le bus. Je trouve que c'est pas complètement le cas, mais il est quand même vachement plus à l'aise du pied gauche et son match est pas terrible. Il réussit peu de dribbles, peu de centres, donc non, vraiment, bah, il y a sa passe D et deux trois actions où on a vu la lumière quand il était, effectivement un peu plus côté droit et ça peut aider d'avoir Klose et cetera, comme tu disais Pierrick, hein, qui vient créer des choses autour de lui, mais son match reste insuffisant. Pour moi, son match Oui, insuffisant, je suis d'accord, je suis en d'accord. et en particulier dans l'attitude, défensive, à la perte du ballon. Il y a eu beaucoup de pertes de balles et un peu cette bataille de milieu de terrain, dans sa zone, avec Melvin Barr
Et ouais, et quand tu vois le match que fait Santa Maria dans cette zone, comment il a fait la police, comment il a gagné les duels, que Shaw ne vienne pas mettre une couche supplémentaire pour vraiment dominer, moi ça m'a un peu embêté. Ce qui était reproché également à Shaw, ce qui était relayé du moins par Bein, c'est l'investissement au pressing et le fait qu'il y ait eu plusieurs réprimandes aussi en première mi-temps. Après, attention, on n'est pas en train de le descendre, hein, le soldat Shaw, c'est un joueur qui a 21 ans. Qui a 21 ans. On a l'impression en fait qu'il est plus vieux que ça parce qu'il a démarré très jeune. Petit point statistique, Shaw a délivré 4 passes décisives lors de ses 10 derniers matchs de Ligue 1. C'est plus que lors de ses 80 premiers. Et aucune équipe ne compte plus de joueurs impliqués sur 7 buts ou plus que l'OGC Nice, qui en compte 5. Guessant, Laborde, Diop, Klos et désormais Shaw, pour rester sur la ligne offensive, puisqu'il il a ajouté un but à son classement et à son compteur. Evan Guessant, 10e but de la saison en Ligue 1. 10 buts, 7 assists. Il est au même niveau en termes de contribution, si on peut les appeler comme ça, que Barcola et Mason Greenwood. Voilà. Donc je trouve ça assez fabuleux. Evan Guessant qui, sans faire un match vraiment incroyable, où il a fait peu de différence, il a été peu servi et pas tant maladroit que soi, mais peu de situations à se mettre sous la dent. Bah, il arrive quand même à être ultra chirurgical sur une des rares situations. Et 10 buts pour Evan Guessant, plus que 9 pour atteindre le compteur de Dario et 10 pour le battre. Pierrick. Oui, ah bah, je suis content qu'il ait enfin atteint cette barre symbolique des 10 buts. Ça faisait quelques matchs qu'il l'a cherché. Euh, il a, il a, il a, il a eu le nez sur cette action, la très bonne passe de Shaw et la très belle frappe, super bien placée. Il n'a pas tout réussi sur ce match, mais il a été présent. Il a encore réussi à insuffler des belles offensives et voilà, danger permanent, quoi. Vraiment, il est récompensé par cette belle saison et ces énormes progrès qu'il a fait dans tellement de domaines. Moi, chaque semaine et chaque match où on le voit, je me dis, Mofi va avoir du mal à exister à côté de lui, en fait. Parce que par défaut, tu as tendance à dire que Mofi est censé être un peu plus tête d'affiche et ça, et maintenant, ben, il va falloir lui trouver une place à lui, quoi. Et sinon, j'ai eu une petite pensée pour toi quand j'ai vu la passe D de Shaw. Je me suis dit, bon, on n'est pas encore au 15-15, mais bon, c'est une barrette en plus. Alors, Ça ouais, c'est pour Anto, ça ça. c'est Anto, ça c'est Anto, hein. À la base, on était parti sur 10-10, lui a dit 15-15, non, mais le type complètement malade. Matt sur Guessant, et aussi, j'aimerais avoir aussi ton ressenti sur le coaching, parce que il y a le but de Guessant, mais il y a également le fait qu'il retrouve l'axe à ce moment-là, à l'heure de jeu. La board sort, ce qui semble à ce moment-là, parce que on a échangé ensemble à ce sujet-là, à ce moment-là, assez particulier parce que Laborde n'était pas le joueur offensif, on va dire, le plus en difficulté. Au contraire, c'était lui qui avait quand même toujours mis de l'envie, etc. Là, à ce moment-là, Guessant retrouve l'axe. T'as Shaw qui bascule à droite, Diop à gauche. Et finalement, le coaching qui donne raison, puisque Guessant est buteur, Shaw est décisif. Et encore un coaching, on va dire, bien senti. Donc globalement, voilà, ton ressenti sur Guessant, son but et le coaching de Francaise. Et ben Guessant, tout d'abord, je suis très content qu'il ait retrouvé le chemin défilé, qu'il ait fait preuve de ce sang-froid-là à la finition, parce qu'il n'avait pas marqué depuis Marseille. On l'avait vu dans un rôle de passeur sur les 2 derniers matchs, mais ça commence à faire une petite disette par rapport à sa saison. Donc content qu'il retrouve le chemin défilé, en plus dans un match où il n'a pas particulièrement brillé dans le jeu. Et, et je trouve que ça en dit long sur son évolution, voilà, sur vraiment le nouveau statut qu'il a développé. Et, et aussi sur son intelligence dans le jeu. Je pense que le fait d'accumuler les minutes, comme il a dit, et je trouvais cette phrase folle, il a dit: «On a l'habitude de jouer ensemble avec Baptiste Santamaria». Les mecs, le gars est arrivé au mercato hivernal et il est déjà à l'aise tactiquement
avec le joueur. Il y a déjà des affinités, de la complicité, des automatismes. Donc, donc ouais, vraiment un joueur qui s'affirme énormément. Et puis, sur le plan un peu des choix de coaching de Francaise, incompréhensible. Honnêtement, en mode de la télé, impossible de savoir où il voulait en venir. Il nous fait rentrer un Sofiane Diop à gauche qui finalement a joué un peu partout sur le terrain. On a fini sans numéro 9, mais ça marche. En fait, à la fin, il nous fait quand même rentrer une assise technique avec, Boudaoui et Diop, qui a complètement annihié, Saint-Étienne. Les mecs ont plus réussi un pressing. On s'est baladé dans les lignes. On plante un but, avant ça qui, je pense, déjà leur a mis un coup sur la carafe, mais alors tu fais rentrer les 2 qui mettent, ils ont vraiment mis la chape de plomb sur le match et en plus ça paye avec un but, d'un Guessant repositionné dans l'axe. Grande D francaise, hein, que dire? Peut-être que c'était le plan depuis le début finalement en fait, faire courir les Stéphanois, les faire monter à l'abordage sur la première mi-temps puis les éteindre en deuxième. Donc hâte de voir ce qui nous réserve l'ami Franck, mais un coaching, spécial. Et à noter du coup l'entrée de Jérémy Boga. On parlait de la jeunesse de Mohamed Ali Chaud, il enchaîne les matchs à gauche. Peut-être que du coup d'avoir le retour à l'entraînement d'un Jérémy Boga, qui est quand même un mec confirmé. On sait que je suis pas le plus grand fan de Jérémy Boga, notamment pour sa contre-attaque attentiste. Mais bon, on l'a vu rentrer, il avait l'air d'avoir des cannes. L'enroulé est pas parti, il l'a gardé un peu dans le pied, j'ai pas compris, mais bon, on a une arme de plus à gauche, donc hâte de voir et puis une arme de plus surtout dans les mains de Francaise. Pour le coaching, en fait, on se rend compte que voilà, le gars quand il a le choix de faire rentrer un peu qui il veut à l'OGC, on a un banc qui est terrifiant. Donc, très hâte de voir la fin de C'est saison. peut-être pas que des questions de coaching in-game, parce que si on reste dans cette optique de mettre Guessant à droite, Laborde dans l'axe, à gauche, tu as quand même plus de facilité à te dire que Boga est plus à sa place. Donc peut-être pour la titularisation directement. Je voulais rajouter un tout petit truc. Moi, je pense que je suis pas le seul. J'ai beaucoup aimé la rentrée de Diop. Il avait clairement les fourmis dans les jambes. Tu le voyais, il voulait aller partout. Bon, il s'est permis quelques dribbles là. Excusez-moi, je fais que passer. Mais j'ai beaucoup aimé. Et rappelle-toi, Poncho, au dernier match, je t'avais dit que j'aimerais bien qu'il ait sa chance et qu'il soit titulaire. J'espérais le voir titulaire. Ça n'a pas été le cas. Je ne suis pas Eze, Eze n'est pas moi, mais bon, j'espère qu'il mérite d'avoir sa titularisation. Même dans ce système, on peut peut-être lui trouver une place, parce que je pense pas qu'il ne faille le faire rentrer que quand on joue en 4-2-3. Moi, je vais remuer un peu le couteau dans la plaie. Je suis désolé, hein, j'en parle régulièrement sur les dernières semaines. Et pour autant, l'OGC Nice gagne des matchs et est bien positionné au classement. Je comprends pas le traitement de Diop. Je comprends pas le traitement de Diop, qui était le seul joueur, on va dire, technique, offensif à surnager sur la fin d'année civile. Tout le monde revient, il se retrouve sur le banc. Le dernier match titulaire qu'il fait, je crois que c'est Saint-Brieuc. Il est titulaire capitaine à ce moment-là. J'ai l'impression, enfin, de l'extérieur, qui paye en fait la, l'élimination et la prestation. Il est titulaire capitaine en Coupe d'Europe sur des matchs qui valent plus rien. Je sais pas. J'ai rien contre Shaw. C'est un jeune joueur qui est pétri de qualité et qui correspond peut-être un peu mieux au système tactique de Hez. Et c'est sans doute ça la question derrière. Je pense Mais, qu'il n'y a que ça. mais je ne comprends pas comment, avec ce qu'a montré Sofiane Diop depuis qu'il est revenu de blessure, il soit cantonné qu'à un poste d'entrant et de finisseur, comme ils aiment appeler maintenant. Alors, oui, vous allez me dire, les 5 changements rebattent un peu les cartes du positionnement, voilà, en tant que titulaire ou remplaçant. Mais sérieusement, enfin, l'entrée de Diop, à ce moment-là, contre Saint-Etienne, tu te dis, bah ouais, non, mais c'est un joueur différent en fait. C'est un joueur différent qui est capable de faire plein de choses. Et lorsque je vois Shaw qui peine à faire on va dire ses replacements défensifs, bah, Diop, c'est jamais quelque chose sur lequel on a pu lui reprocher parce il a toujours mis les bouchées doubles en défense. Donc voilà, on se plaint aussi du fait que ça fonctionne pas très bien les dédoublements,
que ce soit Bar ou Abdi. Mettez-nous un joueur de ballon, mettez-nous un joueur qui rentre dans l'axe, mettez-nous quelqu'un qui peut laisser justement le couloir au piston, plutôt qu'un gars sur la même ligne qui peine à rentrer sur l'intérieur parce qu'il est gaucher et non droitier. Donc voilà. Là, les gens qui écoutent, ils disent ouais, mais tu fais chier et tout, on a envie d'être heureux. Mais oui, non, mais c'est pas pour autant que c'est pas pour autant qu'il y a des trucs qui m'embêtent. Il y a des trucs qui Mais m'embêtent. surtout que moi, quand je vois jouer Sofiane Diop, je suis archi heureux. Je suis trop heureux Mais qu'il c'est soit un joueur joueur de qui l'OGC pue le Nice. football. C'est C'est un incroyable. joueur qui pue le football. Et je suis désolé, mais le timing, le fait de l'avoir retiré du 11, le fait que l'équipe fasse une série de wins et que ça donne un côté. Alors c'est dur pour lui, et puis Mm, c'est mm. comme s'il était responsable de quelque chose, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors je fais. Je pense pas. Je pense que voilà, on connaît le niveau et la qualité de Hez. Il ne peut pas ne pas voir ce qu'apporte Diop. Pour moi, tu as tout dit quand tu as dit que dans l'esprit de Hez, Shaw correspond plus, aurait plus les qualités qui correspondent à son système, à son idée de l'animation offensive. Pour moi, c'est juste ça. Je vois pas d'autre explication. Parce que c'est évident que Diop, il se bat, il rentre, il va partout. Il apporte une qualité technique que Shaw, qui paraît qu'il en est dépourvu, mais il n'a pas ce niveau. Donc pour moi, ça ne peut être que ça. Et il y a un joueur également qui a été, on va dire, impactant hein, sur les 3 buts niçois, mais également sur le but stéphanois, c'est Jonathan Klaus. Jonathan Klaus qui, on va dire, depuis son retour de blessure et de manière générale depuis l'année 2025, qui est sans doute l'un des Niçois les plus impactants, si ce n'est l'un des meilleurs sur les derniers matchs. Auteur, voilà, à l'origine du premier but. Enfin voilà, il a été un peu partout. CSC sur le second, à l'origine d'un centre du même Klos. Et ce troisième but, voilà, qui a été amené, je crois que c'est lui qui fait la passe avant à Shaw, qui permet à Guessant de marquer ce troisième but. Mais il est également présent sur le but de l'égalisation de Saint-Étienne. Et là, Matt, voilà, tu voulais voler un peu au secours de Klos là-dessus parce que vous avez l'image en tête, vous avez vu le placement de Klos des 2 mètres de retard sur le Stéphanois, au moins. Voilà, quelle est ton analyse un peu de ce but pris par la défense? Je trouve que l'image est ingrate. Mais souvent, c'est le cas, hein. Mais la capture d'écran est hyper ingrate pour Klose, parce que c'est oublier que les 3 centraux, ils font n'importe quoi sur l'action. Ils font n'importe quoi. En fait, ça part quand même d'une récupération de balle de Dante, qui est fait un espèce de, je sais pas, un contrôle, une passe, on n'a pas un dribble, on sait pas trop ce qu'il a essayé de faire. Perte de balle, sur quoi tu as quand même, Bombito et Youssouf qui désertent complètement leur poste pour se jeter dans la bagarre. Les 3 sont collés sur la capture d'écran, les 3 sont collés. Et derrière ça, il y a Rosario qui rate son intervention. Enfin, il y a rien qui va. Tout le monde est fautif. Et oui, le hors-jeu, le jeu du hors-jeu n'est pas respecté. Mais n'oublions pas qu'on n'est pas sur une phase purement défensive. On est en train de récupérer le ballon à ce moment-là. Donc qu'il ait une petite absence sur le hors-jeu quand Dante récupère vraiment le ballon dans un fauteuil, je lui en veux pas trop. Surtout que bah, finalement, il est impliqué dans les 3 buts. Et que c'est le Niçois le plus en forme. Il a été élu Aiglon du mois de février, c'est totalement mérité. Et que En janvier aussi, heureuse- non? C'était pas lui? Non, janvier, c'était Guessant, non? Parce que ça fait tellement de fois qu'il enchaîne les bons matchs que Non, après, je me pose la question. il revenait de blessure, je crois, en janvier, si je ne dis pas de bêtises. À vérifier, Matt. T'as un il a raté PC. que le match, ouais, il a raté que le match contre Rennes en janvier. Et il ne marque qu'un but. Mais non, en tout cas, Klose justifie pour moi à lui seul l'usage de piston dans cette équipe parce que offensivement, c'est la régalade. On a enfin un mec qui sait mettre des centres et même quand il y a personne pour les récupérer, c'est les adversaires qui marquent.
Donc merci à lui. Est-ce que finalement, ce match, Pierrick, ne résume pas le Klose, son apport finalement, autant la balance bénéfice-risque, parce que quelque part, on connaît son profil qui peut être des fois un peu défaillant défensivement, quoique je m'attendais à pire personnellement Mm, mm. sur cette saison pour l'instant, de ce qu'on avait pu voir du côté de Marseille. Et puis tu as voilà, cet apport offensif qui est constant. Et finalement, eh bien, bah, c'est peut-être prendre un risque que de jouer par moment avec ce joueur-là. Mais on voit que pour l'instant, on va dire la pièce tombe du bon côté à chaque fois, puisque il est décisif et il arrive même à gommer son erreur en étant impliqué sur le deuxième but. Oui, non, non, après, évidemment, il ne peut pas être, toujours à 100 et faire que des matchs parfaits. Entre parenthèses, je viens de vérifier, effectivement, c'était Guessant, janvier. Mais il a un tel apport offensif que tu ne peux que lui pardonner, s'il a quelques erreurs derrière, quoi. Et ça montre aussi, en plus, une certaine maturité parce qu'il s je pense qu'il sait très bien qu'il a une grosse part de responsabilité sur le but. Pourtant, il se laisse pas abattre. Il rentre dans le match et il reste dans le match et il est présent de bout en bout, quoi. Donc, c'est un joueur qui colle parfaitement aux idées de jeu de Francaise. Et je suis comme toi, je m'attendais à ce qu'on ait un joueur très présent offensivement, mais très absent défensivement. Et force est de constater qu'on est loin de ça. La balance est très, très bonne et il a bien souvent de très bons retours, de très bonnes interventions défensives. Pour moi, ça, c'est du tout bon, hein. Par rapport aux performances individuelles, on a fait un peu le tour de la ligne offensive. On a parlé du milieu de terrain. C'est vrai que la rentrée de Boudaoui a fait quand même beaucoup de bien, je trouve. Ndombele, encore une fois, absent. Ça m'embête énormément. On savait qu'il y avait peut-être une prise de risque en le signant, mais là, je trouve que c'est quand même complexe, quoi. Il arrive pas à enchaîner, il est absent régulièrement. Donc, bon, le recrutement de Santarmaya était aussi le bienvenu au-delà du départ de Isiaga Kamara en prêt. C'était quand même logique. Messieurs, on passe à vos MVP pour clôturer un peu le numéro. Mas, je te vois un peu pensif. On va peut-être lancer Pierrick là-dessus. Pierrick, quel est ton MVP de la rencontre? Pensif aussi. Euh, alors en top, je mettrais. En fait, j'ai d'abord envie de commencer par le flop. J'ai plus Ah non, ça non, qui tu me m'obsède. donnes ton MVP. Là, tu modifies les règles, là, Pierrick, si je puis me Ok. permettre. Tu veux un petit moment Pierrick de réflexion? Ouais, vas-y. Allez, prends Vas-y. la main, Matt. Je pars sur Moïse. Ah putain, Bambito. enfoiré. Il me fait Trop plaisir. fort. Ouais, et puis je trouve que on a un peu critiqué son retour. Enfin, après son retour de blessure, on a un peu critiqué. On a rapidement oublié, je crois, que le gars a joué 145 matchs dans l'année, que c'est un marathonien, qui calcule pas ses efforts. Et j'ai l'impression qu'il reprend un peu des repères là dans cette défense à 3. Et alors, la prise d'initiative, le dépassement de fonction, ouais, il y a tout dans ce joueur. Il y a tout dans ce joueur. Donc ouais, c'est mon MVP du match. Alors, il a pas eu un boulot monstre à faire non plus, hein, c'était Saint-Étienne en face, mais Mais voilà, je le mets, intéressant avec ballon. ouais, déjà, bah, Hmm. intéressant avec ballon. Et s'il peut suivre la même progression que celle qu'a faite un Jean-Claire Todibo chez nous, c'est-à-dire être vraiment un gros défenseur, un joueur de duel qui petit à petit, au contact d'un Dante, se découvre une qualité de pied et je pense surtout un travail. Alors, je le vois peut-être moins s'exprimer sur des longs ballons, mon mytho, et plus sur des projections presque box to box, mais, euh, mais joueur intéressant et qui m'a plu sur ce match. Dans la lignée de Plus, son bon match de Montpellier aussi la semaine dernière.
Si je dis pas de bêtises, il est de formation offensive et on l'a vu mener une très belle offensive en passe, hein, pas solo, qui aurait pu avoir un meilleur sort. Je ne connais pas sa formation, mais il a pas l'air gêné avec le ballon Il a et déjà joué je trouve latéral. qu'il est Il n'a pas été formé offensif? Alors, de ce que j'ai pu découvrir lors de sa signature chez nous, il pouvait jouer sur tous les postes de la défense. De là à dire Il me semble que j'ai vu quelque part bon bref, passons. Bon et moi je suis un tout petit peu gêné, parce qu'on en a parlé, mais je vais mettre Klose. Parce que même s'il est fautif sur le but, comme j'ai dit, il a tellement d'impact, tellement de présence et pas que offensivement, parce que même si là, il se trouve défensivement sur une occasion, il est toujours présent défensivement aussi. Donc, dans la continuité de ses précédents matchs, pour moi, c'est Klose. moi je vais aller sur Baptiste Santamaria. Parce que, à l'image de l'équipe, en première mi-temps très brouillon, du déchet, un peu dans la lignée de son match de Montpellier où bah, il était un peu moins bien et en même temps ses débuts étaient tellement excellents que ça pouvait se comprendre. Mais quel abattage, sens de l'anticipation, tacle, apport aussi offensif et puis une mentalité aussi de guerrier. Comme on le disait un peu plus tôt, il est pas loin hein, de ce premier but. Il a deux situations où voilà, il y a cette frappe aussi voilà, qui est cadrée mais qui est trop centrée, qui ne permet pas d'aller au fond, et cette demi-volée extérieure là qui passe pas loin. Donc j'apprécie beaucoup le bonhomme. Je trouve qu'il sait faire plein de choses. Et il est fiable. Il fait 80-95 minutes chaque semaine. Donc c'est c'est une vraie réussite, je trouve, ce recrutement. Et en même temps, tu veux une session Optamat, Pancho? oh bah allons-y, hein. C'est le joueur qui a le plus couru du match. Donc, on avait 12,1. ouais 12,1 à 5 ou 10 minutes du terme, donc très certainement proche des 13 kilomètres. Donc tu vois, c'est bien, en fait, on avait Hicham Boudaoui, bah, en fait, on a toujours Hicham Boudaoui. Le mec, il a 8 poumons, il cavale partout. Il est à 11 sur 12 au duel. Donc le gars, il a vraiment mais fait la police, il a fait la police au milieu du terrain. 8 récupérations, bref, il a quasiment tout réussi. Réussi des dribbles, réussite aux passes longues et ça, c'est pas de l'appui statistique, mais je trouve qu'il s'est vraiment fait sa place dans ce collectif et dans cet effectif. Dans le sens où, tu parlais du coup de son occasion, son tir qui est un peu trop centré. Rosario, c'est la première ou deuxième fois qu'il joue avec lui, il a pas hésité, hein. Petite remise en Madjer comme ça, allume, allume mon grand, vas-y. Tout le monde sait qu'il a un bon pied et donc ouais, bah, merci Flomo, hein. Merci, et puis merci le Stade Rennais aussi. Ouais, surtout, surtout, merci les Stade Rennais qu'on ne remerciera jamais assez, hein, semaine après semaine, de nous avoir bah, même pas vendu, mais donné hein, Ouais, là, gracieusement c'est une opération de fou. Baptiste Santamaria. Messieurs, on a fait le tour un peu sur cette émission, voilà, de cette nouvelle victoire de l'OGC Nice. Ça fait plaisir. Plein de choses à vivre encore cette saison. Il reste 10 matchs de championnat. Donc voilà, je voulais vous remercier Matt et Pierrick d'avoir été présents sur ce numéro. Et puis écoutez, on se dit à la semaine prochaine. Gros, gros rendez-vous la semaine prochaine, les gars, hein. Lyon, hein. Mais là, une grosse série de matchs. On enchaîne 4 matchs à domicile, parce qu'il y a le déplacement à Monaco, et 4 matchs importants. On sort de 4 matchs importants pour les raisons qu'on connaît. On attaque 4 matchs importants pour d'autres raisons, mais qui vont vraiment définir, je pense, la trajectoire de notre fin de Mhm. saison. Et petit point actualité, Paris mène 4-1 à l'heure où on enregistre. Donc Lille ne va pas nous revenir dessus ce soir. C'est une excellente nouvelle. Pierrick, Matt, merci beaucoup. J'espère que vous avez kiffé ce nouveau numéro. Je vous souhaite un très très bon week-end et puis un bon début de semaine pour les personnes qui écoutent ça à la reprise du boulot, dans la voiture, voilà, la team podcast, hein, comme on l'appelle. Prenez soin de vous, la Beta et Sanissa. Ciao, ciao. Ils ça. Salut ça.